bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire École numérique. Voilà, donc d'abord je voudrais tous vous féliciter. Et je m'appelle Marie et je travaille pour École numérique au service public de Wallonie et c'est moi qui serai votre animatrice aujourd'hui. Alors ce webinaire se fait en collaboration. On les remercie vraiment pour ce super projet et cette super collaboration. Donc ce webinaire va parler des modalités de l'appel à projet École numérique 2020. On va parler des étapes de l'appel à projet, la validation, toutes les conditions de validation, de livraison, de réception et d'accompagnement. Alors, c'est pas moi qui vais vous expliquer tout ça, mais mon collègue Steve Forget, qui est conseiller école numérique. Il se présentera un peu plus tard, bien mieux que ce que je ne pourrais le présenter moi-même. Nous avons à la modération mon collègue Quentin et ma collègue Pauline, qui seront là pour répondre par écrit à toutes vos questions. Nous avons aussi plein d'intervenants de la communauté germanophone. Nous avons Sébastien Lennert et Irène Van Aschen, qui seront là aussi pour, voilà, pour présenter et répondre à vos questions. En cas de... Donc j'ai quelques petits éléments techniques à vous partager. En cas de problème donc technique, n'hésitez pas à rafraîchir la page, à vous mettre en mode comptabilité ou utiliser le petit bouton aide. Vraiment au cas où vous avez voilà, des soucis, n'hésitez pas. Et comme vous le voyez, sur le côté, vous avez plusieurs onglets. Je crois qu'il y en a qui ont déjà découvert leur utilisation. Donc il y a l'onglet chat pour simplement discuter entre vous et nous faire un petit coucou. Je vois qu'il y en a beaucoup qui qui nous ont déjà salués. Il y a l'onglet questions qui vous permet d'écrire voilà, d'écrire toutes vos questions. Et donc voilà, ces questions seront reprises par la suite dans une foire aux questions qui sera publiée sur le site École numérique. Donc si on ne sait pas répondre en direct pendant la présentation, n'hésitez pas à les écrire tout de même et à voter pour celles que vous trouvez les plus intéressantes. Vous pouvez également l'écrire en langue allemande si vous vous sentez plus à l'aise. Il y a l'onglet également sondage à côté. Il y en a déjà 3 qui sont publiés, donc n'hésitez pas à aller voir. Régulièrement, normalement, il y a une petite pastille rouge qui se met dès qu'il y a un nouveau sondage. Je vois qu'il y en a qui ont déjà voté et commencé à voter. Donc n'hésitez pas à répondre parce que voilà, vous allez nous poser des questions, mais nous aussi, on va vous en poser. Pendant que vous votez, je vais laisser mon collègue Steve Forget se présenter lui-même. Hein. Bonjour Steve. Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Content de vous retrouver ici dans un contexte un peu particulier par rapport aux autres années. Ben voilà, donc moi je suis Steve Forget, conseiller école numérique sur les zones arrondissement en fait, administratif de Dinan, Philippeville et Toin. Il y en a sûrement, j'en ai vu tout plein qui étaient inscrits que je connais déjà bien, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à maintes reprises. Bienvenue à tous les autres. Donc voilà, je vais revoir avec vous donc la présentation, comme chaque année, donc c'est coutume avec les lauréats, vous présenter les grandes lignes des différentes étapes importantes qui vont suivre pour le développement de votre projet École numérique. Voilà. Marie, tu as encore quelque chose à ajouter ou bien je peux commencer la présentation Je crois qu'on peut peut-être aller voir les résultats des sondages pour voir un petit peu quel type de personnes on a en face de nous. Donc on a 80% d'enseignants, 55% de porteurs de projets, 7% de directeurs. C'est en train de changer, hein, donc voilà, ça change beaucoup. Au niveau des outils numériques, l'utilisation des outils numériques dans les cours, il y en a 45% qui les utilisent tous les jours et quand même 13% de jamais. Donc voilà, on a un peu de tout. Et votre établissement a déjà-t-il été lauréat? On a 22% d'anciens lauréats EN17 et 70% de nous n'avons jamais été lauréat. Donc voilà. Je sais à quel public tu as affaire. Ok. Eh bien, nous allons attaquer la présentation. Donc, ben, tout d'abord, félicitations à tous. Bienvenue dans la grande aventure École numérique. Je fais un petit coucou en passant à toutes les écoles que je suis déjà, aux implantations nouvelles qui viennent pour compléter certaines qui ont déjà été lauréates les autres années, aux lauréats 2017 que je retrouverai cette année encore, qui ont été, voilà, qui ont eu l'occasion maintenant de bénéficier à nouveau d'un projet École numérique. Donc voilà, un petit coucou à tous ceux-là, et puis un grand bonjour à tous les autres. Donc voilà. Que dire? Ben oui, je trouve intéressant de souligner quelque part le parallèle ici. C'est vrai qu'on se retrouve dans ce webinaire avec l'outil numérique pour se rencontrer cette année. Quelque part, vu cette situation exceptionnelle, vous dans l'enseignement, vous avez été amené à devoir utiliser aussi cet outil pour communiquer avec vos élèves.
quelque part, c'est voilà, un peu la juste suite que nous, on se retrouve aussi à l'utiliser pour communiquer avec vous maintenant par rapport à vos projets. Donc, voilà. C'est une expérience intéressante en tout cas. Donc, un petit survol du programme qui nous attend. Donc, on va passer en revue d'abord les généralités, je vais dire, un petit rappel sur les objectifs, voir un peu les différentes étapes qui nous attendent, un petit rappel sur les engagements, c'est important, et ensuite donc un développement vraiment des trois grosses étapes, je vais dire, qui vont suivre, à savoir la validation du dossier, la livraison et les installations, et la réception du matériel donc, qui suivra donc, cette livraison et installation. Donc, on fait un petit mot sur les différents accompagnements, les différents intervenants qui pourront vous accompagner en fait tout au long des 3 années ici, pendant lesquelles vous allez pouvoir développer vos projets. Et alors un petit mot du côté des évaluations, roadbook. Donc là, ce sera qui eux sont, enfin voilà, on verra tantôt. Donc ça, ce sont des aspects qui sont plus du ressort de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, juste un clin d'œil à ce niveau-là. Donc, on a 2 intervenants de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont là dans les coulisses, qui pourront répondre éventuellement à vos questions dans le courant du webinaire. Donc, on a Laurence Defau de la promotion sociale et Sandrine Van Allen donc du fondamental. Voilà. Donc, et il y a aussi donc pour la communauté germanophone, Sébastien Lennert, c'est également là en coulisses, donc et pourra éventuellement aussi intervenir si vous avez des questions pour cette région-là. Et alors, on terminera par un petit mot sur le Fonds social européen. Donc, ça, on y reviendra tantôt, le petit clin d'œil, comme chaque année. Donc, tout de suite, dans le vif du sujet, donc un petit rappel d'abord des objectifs. Les objectifs de ces projets écoles numériques. Donc c'est toujours de renforcer la dynamique de transformation du numérique, d'accroître l'exploitation transversale des technologies. Par rapport, oui, le premier point, inscrire un maximum d'implantations. Donc, clairement, on le voit encore cette année. Donc, on est content de pouvoir accueillir 500 nouvelles implantations lauréates, auxquelles se rajoutent un peu moins de 200 projets qui étaient lauréats en 2017. Donc, ça fait cette année-ci quand même un joli paquet de projets. Il y a du pain sur la planche, quoi, et c'est très chouette. Donc, je pense cette année-ci, d'une part, on va vraiment pouvoir encore accroître le nombre d'écoles impliquées et renforcer en même temps ceux qui sont déjà bien impliqués de 2017, leur permettre d'aller encore plus loin. Une chose importante aussi, donc, c'est l'aspect technopédagogique des projets, donc de mettre vraiment une équipe éducative en projet sur base d'un projet technopédagogique. C'est pas uniquement un projet technique, mais c'est important. La dimension pédagogique est très importante ici, donc il s'agit bien d'intégrer ces nouveaux outils numériques dans votre quotidien, dans vos pédagogies. Voilà, c'est vraiment ça le but, d'amener un usage au quotidien par rapport à tous ces nouveaux outils. Et forcément, ben, on l'a vu ici, par rapport à la crise qu'on vient de passer, on a déjà eu plein de nouvelles pistes, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous qui sont venus sur des enseignements hybrides, sur l'enseignement à distance, etc. Donc, c'est clair que le numérique ouvre vraiment de nouvelles possibilités, on va dire, qui sont encore à découvrir pour la plupart. Hein. Donc, autre objectif, clairement, c'est d'accroître le nombre d'enseignants impliqués. C'est pour ça que, entre autres, depuis quelque temps, donc, on demande qu'il y ait au minimum 3 enseignants qui fassent partie du projet. Donc, vraiment avoir un maximum de personnes impliquées dans l'école. Ces projets peuvent aussi vous aider au minimum donc, à développer votre stratégie numérique d'établissement, ou en tout cas s'intégrer dedans, vous permettre de mettre un premier pas là-dedans, ou simplement, si elle existe déjà, cette stratégie numérique d'établissement, ben, rentrer dedans, vous permettre de la mettre, de la concrétiser quelque part. On souhaite bien sûr accroître la collaboration et l'implication direction enseignant et l'implication de chacun. Donc là aussi, donc vraiment créer une communication et vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe entre la direction et le corps enseignant plutôt que d'être soit l'un soit l'autre, je vais dire porteur de ces projets, mais qu'ici ce soit vraiment des projets qui soient portés par l'ensemble de l'équipe de l'école.
Et donc aussi favoriser la relation enseignant-apprenant, puisque là, ces outils vont vous amener de nouvelles possibilités, de nouvelles façons peut-être de communiquer, je veux dire, les matières, les cours que vous allez donner. Donc, forcément, ça peut amener des choses, à mon avis, qui correspondront peut-être parfois mieux aux attentes des nouveaux enfants d'aujourd'hui. Voilà. On voit que le monde change aujourd'hui et je pense que je suis intimement convaincu personnellement que quelque part le numérique est incontournable et c'est un outil comme un autre et c'est clair que on a sans doute eu beaucoup jusqu'ici une vision très froide du numérique, un côté très machine, être devant son écran, être juste parler à une machine. Le grand défi qui se propose à nous ici est vraiment d'humaniser le numérique, de l'intégrer dans notre vie et de lui donner une dimension humaine. Quoi, en fait. C'est que le numérique devienne au service de l'humain et pas l'inverse. En fait. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse personnelle, je pense, par rapport. Et je pense clairement que les projets école numérique ici permettent vraiment d'aller dans cette direction-là, puisque quelque part c'est à la source, c'est donner la possibilité aussi à nos enfants d'être en contact avec ce numérique et de le voir utiliser d'une autre manière que dans, je veux dire, la manière dont ils l'utilisent de manière classique, peut-être, justement, de sortir un peu du canevas du numérique jouet, jeu, et ce qui, ceci dit, peut être complémentaire, mais lui amener une dimension beaucoup plus éthique aussi et responsable. Voilà, voilà. Je ferme la parenthèse philosophique. Un petit coup d'œil sur les étapes avant d'entrer plus en détail, donc juste un survol un peu de la ligne du temps. Donc actuellement, ben voilà, nous en sommes à l'annonce des lauréats et la séance d'information ici. Directement après ça, l'étape suivante, ben, ce sera la validation de votre matériel, quelque part la validation de votre dossier en fait. Donc pour ça, on s'est laissé jusqu'à la mi-octobre pour effectuer cette validation. J'y reviendrai un peu plus loin, plus en détail pour vous expliquer en quoi ça va consister exactement cette validation. Ensuite, de cette validation découlera la commande du matériel. Donc là, à la mi-octobre, quand on aura terminé de valider tous les projets, on pourra passer la commande globale du matériel. Ensuite, une fois que tout ce matériel aura été commandé et livré chez notre logisticien, entre autres, là j'y reviendrai aussi un peu plus tard donc, sur le fonctionnement des livraisons et installations. Mais donc, dans le timing, je vais dire au plus tôt, donc en étant le plus optimiste par rapport à la situation que nous vivons pour l'instant, on espère pouvoir livrer la grosse partie du matériel à partir de décembre 2020. Donc, il y a juste une parenthèse pour les TBI, projecteurs et TV. Donc, tout ce qui est matériel qui nécessite une installation par nos sous-traitants. Donc là, ça se fera au fur et à mesure après validation de votre dossier. Donc, ceci signifie donc que normalement, je dis bien normalement parce que bon, toujours au niveau des, je vais dire au niveau des délais, on reste prudent parce que voilà, vu la situation dans laquelle on est, c'est vrai que personne ne sait prédire vraiment comment les choses vont évoluer, est-ce qu'on en est sorti ou bien est-ce que ça va rechuter. Bon, voilà. Mais si tout se passe bien, on pourrait commencer les installations sans doute aux environs de la mi-août, voire début septembre ou plus tard. Mais bon, à voir. Et le reste du matériel, donc livré par le logisticien, comme expliqué plus haut, donc à partir de décembre. Voilà. Je reviendrai sur ces points-là un peu plus loin, plus en détail. On va faire déjà un petit break à ce niveau aussi. Marie, au niveau des questions, est-ce que tu as déjà des choses à me remonter? Alors, on en a quelques-unes déjà, ça travaille bien. Attends, hein, donc... alors, il y a quelqu'un ici qui demande les dimensions du TBI. Les dimensions du TBI. C'est disponible sur la centrale de marché. Oui, et quand elle est en train de répondre, donc ne t'inquiète pas. Ouais, ça. Attends, hein, je regarde. Parce qu'on en a beaucoup, mais nos modérateurs font bien leur travail. Donc on a beaucoup de. Merci, on a beaucoup de réponses qui sont déjà faites. Alors, il y a quelqu'un ici qui remarque l'arrivée tardive du matériel et elles imaginent qu'il y aura une certaine flexibilité au niveau de l'avancement du projet pour la première année.
Bah oui, oui, ça clairement, hein. De toute façon, ça on est bien conscient. Même- En même temps, je pense que vous pourrez voir lorsque vous rencontrerez votre conseiller et ou votre AMI, ça j'y reviendrai plus tard, mais bon, clairement, il y a déjà plein de choses qui peuvent se faire, je vais dire, avant l'arrivée du matériel pour préparer le projet, donc ça, ce sera un peu à discuter quand on se rencontrera. Maintenant, ben oui, c'est sûr qu'on tiendra compte du fait, voilà, bon, il est bien évident, le matériel, déjà, il arrive plus tard, ben, c'est entre autres dû à la crise qu'on a traversée, bon, ça fait partie des conséquences, je veux dire, et en même temps, je trouve qu'on s'en sort encore pas trop mal, je veux dire, au niveau timing, on n'a pas encore pris trop de retard, je veux dire, on aurait pu en avoir beaucoup plus, je pense, donc on s'en sort vraiment pas trop mal du tout. Parce que quelque part, par rapport au projet de 2019, on est plus ou moins dans les mêmes temps. On est un tout petit peu plus tard, mais pas énormément, en fin de compte. Donc maintenant, il y a juste, mais ça oui, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais dire, je vais mettre une parenthèse là-dessus. Je reviendrai plus loin sur les nouveaux lots où il y a un cas particulier, mais là, si je rentre là-dedans ici, je vais commencer à déjà parler de tout ce qui doit arriver après. Donc voilà. Dans la suite du Alors, on a webinaire, également une question. oui, vas-y, Alors, Marie. on a également une question ici. Donc, est-ce possible de changer de personne ressource en cours d'année si admettons, elle est malade ou elle s'en va? Oui, bien sûr, hein. Oui, ça, les équipes, elles peuvent bouger. C'est quelque chose qui est assez courant hein, au niveau des projets. On est bien conscient que le monde de l'enseignement est un monde très bougeant, quoi, en fait, où les gens vont et viennent souvent. Donc, ça, on est habitué, même parfois, même directement après une annonce des lauréats, souvent à la rentrée scolaire qui suit. On a énormément de porteurs de projets qui changent parce qu'ils ont dû partir sur une autre école, sur une autre implantation. Et donc, voilà, l'équipe est revue. Enfin, donc, oui, ça c'est quelque chose qui est très courant, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et concernant la validation, est-ce que les lauréats peuvent toujours changer leur matériel entre-temps? Je vais y venir, ça je vais y venir puisque c'est dans le point après, ça je vais détailler donc la partie validation, livraison et réception par après, donc ça me donnerait plus de détails. Je crois, écoute, que tu peux continuer. On va répondre toujours par écrit et on reviendra à une prochaine, Ok. un prochaine petite pause question. Merci Marie, à tout de suite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet concernant les différentes étapes, le détail des différentes étapes, pardon, je m'égare. Donc voilà, on va revenir vite fait sur les engagements. Donc ça, c'est important. Donc quand vous avez rentré votre projet école numérique, vous avez signé un document dans lequel vous vous engagez en fait à différentes choses qui vous étaient expliquées donc dans les détails de l'appel à projet à l'époque. Donc un petit rappel là-dessus. Donc la direction, le pouvoir organisateur s'est engagé clairement à attribuer les crédits en capital période donc à la personne qui sera, ça c'est vous qui choisissez, votre référent numérique dans l'école pour assurer le suivi du projet. Donc ça, pour cette partie-là, je vais dire, c'est géré par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté germanophone. Donc là, si vous avez des questions à ce niveau-là ou besoin d'aide voilà, pour la mise en pratique de la chose, là, c'est eux qui pourront vous aider à ce niveau-là. Donc, ça, on y reviendra. Il y a des points de contact qui seront donnés à la fin du webinaire chez les différents intervenants. Autre chose, par contre, ça concerne directement le matériel, c'est l'adaptation de l'assurance multirisque. Donc, c'est très important. Le matériel qui va vous être livré donc n'est pas assuré par nos soins. Donc, on demande à l'école des réceptions du matériel de faire le nécessaire pour adapter donc son assurance multirisque pour couvrir tout le matériel qui sera livré et installé. Donc, ce qu'on demande aussi, c'est l'utilisation de l'équipement pendant au moins 3 ans. Donc, pendant la durée de votre projet, le matériel que vous aurez demandé, on espère bien qu'il sera utilisé, même au-delà, bien entendu. Hein, mais bon, au moins les 3 ans qui sont consacrés vraiment au développement de votre projet. On demande votre coopération et votre collaboration donc, avec le service public de Wallonie, donc avec vos conseillers AMI, avec les intervenants de la communauté française, donc Fédération Wallonie-Bruxelles, et de la communauté germanophone. Autre point important au niveau technique, là toujours, donc c'est mettre à disposition une connexion Internet suffisante. Donc on entend par là que la direction, le pouvoir organisateur de l'école, donc fasse en tout cas le nécessaire. Donc clairement, nous serons là
pour vous aider. Donc, c'est une des parties sur laquelle on pourra vraiment être présent et vous conseiller et vous aider pour les éventuelles démarches qu'il faudrait faire aussi. Je veux dire, dans ce sens-là, si maintenant votre connexion Internet est déjà suffisante, super, ben, on a déjà ce qu'il faut. Si maintenant ce n'était pas le cas, ben, c'est investiguer, voir dans quelle mesure est-ce qu'il y a moyen d'avoir mieux et voir qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour, je veux dire, avoir une utilisation confortable de votre matériel. Un peu plus loin dans le webinaire, vous verrez, il y a un petit tableau qui résumera un peu ce qu'on entend par connexion Internet suffisante. Donc, quand on parlera du matériel, on aura un petit tableau qui nous montrera un peu pour avoir une idée un peu plus visuelle de la chose. Maintenant, on demande aussi, bien sûr, de promouvoir les usages et développement des compétences numériques. Donc, c'est partager votre savoir, vos expériences autour de vous. C'est important. Compléter le roadbook produit une synthèse annuelle. Donc là, de nouveau, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, communauté germanophone, qui suivront ces aspects-là. Mais donc, ils attendront de vous que vous remplissiez donc, le roadbook qui sera mis à votre disposition et que vous, chaque année, à la fin de chaque année, vous fassiez une petite synthèse sur ce que vous avez fait, sur voilà, quoi, les points que vous aurez pu relever par rapport à l'usage de votre matériel et l'évolution de votre projet. Et donc, au final, donc, participer à une évaluation globale aussi par rapport au développement de votre projet école numérique. Voilà. Oui, il y a un petit panneau ici qui m'indique. Donc, normalement, vous allez avoir de nouveaux sondages qui vont être disponibles, auxquels je vous invite à répondre. Tantôt, avec Marie, on passera ça en revue, voir un petit peu les résultats qui seront remontés. Et nous allons passer tout de suite à la première grande étape qui va suivre directement donc ici ce webinaire. Donc, c'est la validation du dossier, donc jusqu'à la mi-octobre. Alors, comment ça se passe? Ben, ce sera bien sûr avec un premier contact. Hein, ce sera l'occasion pour nous ben, de vous rencontrer, de voir un peu dans quelle réalité vous êtes. Au niveau de votre école, réalité technique, réalité au niveau de l'infrastructure. Donc, ce premier contact pourra avoir lieu soit à l'initiative de votre conseiller, soit à votre initiative à vous, de l'équipe porteuse du projet ou de la direction de votre établissement. Maintenant, soyons clairs, on a un grand nombre de projets, donc chaque conseiller a quand même un beau paquet de projets à gérer. Donc, en étant réaliste, c'est clair qu'on ne saura pas voir tout le monde ici avant les vacances. Il nous reste une grosse semaine. Bon, nous, on travaille, la plupart de mes collègues aussi. Voilà, on va avoir des vacances clairement pendant juillet-août à certains moments, mais en même temps, on sera disponible aussi, je vais dire, pendant ces mois de juillet-août à différents moments. Donc, il y aura moyen de se voir aussi si vous êtes disponible à certains moments. Ça, c'est ce qu'on verra. Chaque conseiller prendra un peu contact avec vous et verra dans quelle mesure est-ce qu'il y a moyen de se rencontrer ici sur les 2-3 semaines qui nous restent avant d'être vraiment dans la période d'été, je vais dire, entre la mi-juillet et la mi-août. Sinon, bah, c'est clair que la majorité, je pense, on se rencontrera plus après les grandes vacances, donc à partir de la mi-août jusqu'à la mi-octobre. Bon, c'est mi-absence de contact égale validation automatique du dossier. Moi, de mon vécu sur les 3 années précédentes, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, je pense. Ça doit vraiment être très rare, mais voilà quoi. C'est vraiment un cas extrême parce que normalement, si vous n'entendez pas parler de nous, vous allez forcément, je pense, revenir vers nous. Mais normalement, chaque conseiller, à un moment donné, aura fait le tour un peu de tous ces projets, d'avoir un premier contact avec. Donc voilà. Maintenant, comme je disais, on a beaucoup de personnes à contacter, donc ne vous étonnez pas si ça prend un peu de temps aussi pour que votre conseiller revienne vers vous. Il faut bien comprendre qu'on ne sait pas contacter tout le monde en même temps, appeler tout le monde par téléphone, je veux dire demain, boum. Donc voilà, donc on reviendra vers vous, ne vous inquiétez pas, on validera votre dossier, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors avec qui? Ben forcément, de notre côté, donc ce sera le conseiller école numérique ou votre AMI, donc assistant à la maintenance informatique. Hein, donc on en reparle à la fin du webinaire dans les intervenants pour l'accompagnement, mais juste en 2 mots, donc l'assistant à la maintenance informatique, en fait, donc pour chaque zone, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore bien, donc vous avez un conseiller
Donc au niveau du service public de Wallonie, dont je fais partie, donc un conseiller école numérique qui, lui, je vais dire, s'occupe plus de la gestion du dossier, on va dire en gros, est votre point de contact, je vais dire direct, qui fait un peu interface avec les différents intervenants. Et il est accompagné généralement par un assistant à la maintenance informatique qui pourra vraiment vous assister dans les dépannages, dans la prise en main du matériel, la configuration, etc. Donc cet AMI sera présent aussi ou pas lors de la validation, ça dépendra un peu des possibilités à ce moment-là, puisqu'on se partage le travail, bien entendu, outre les validations des dossiers 2020, le suivi des projets 2019, 2018, 2017, etc. Donc continue, donc il y a pas mal de choses à faire. Hein. Et autre intervenant important, c'est le pouvoir organisateur, je pense. Pour la validation du dossier, ça a toute son importance, puisqu'il s'agit vraiment donc là, je passe directement à la dia suivante. Donc, en quoi ça consiste? Donc, on va vérifier la cohérence entre votre projet, la liste du matériel que vous aurez choisi et la réalité technique de votre école. Donc, clairement, la question qu'il y a eu tantôt, donc, est-ce qu'on peut encore changer la liste du matériel? Ben oui, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir le faire éventuellement. Donc, on va revoir ensemble et clairement, ben, nous, on pourra vous guider un petit peu, vous conseiller, vous dire, bah, tiens, pour le projet que vous voulez faire, peut-être qu'un autre type de tablette ou un autre type de PC portable ou prendre un TBI plutôt qu'un projecteur, etc. Donc, on pourra vraiment un peu plus vous orienter, je vais dire, et on pourra déterminer la liste finale qui débouchera sur la commande du matériel, c'est important. Et donc, clairement, c'est important, je pense, que le pouvoir organisateur soit présent aussi, la direction ou le PO, afin de signer quelque part son accord sur le fait qu'on change cette liste et dire, OK, chaque intervenant, donc les porteurs de projet, la direction ou le PO et le CEN, donc le conseiller, voilà, se dire, OK, c'est la liste finale, on est tous d'accord, on signe, super. Donc, c'est important que tous ces intervenants soient libres. Donc, petite parenthèse, c'est que vu les circonstances, on va peut-être essayer dans un premier temps, pour certains projets où ça ne nécessite pas, je vais dire, une priorité de passer dans l'école, on essaiera peut-être de faire la validation, pourquoi pas en vidéoconférence comme ici, se rencontrer voilà, de manière virtuelle dans un premier temps. Maintenant, c'est clair qu'une visite dans l'école est presque indispensable, je veux dire. Elle est indispensable quand il y a des installations. Donc, si vous avez choisi des TBI, des projecteurs, des TVI, où là, nos sous-traitants donc, devront installer le matériel dans votre école. L'orage. Donc, à ce moment-là, on doit passer clairement avec vous, vérifier les locaux que vous avez choisis, vérifier que tout est OK, ou voir avec vous éventuellement, ben non, là, le mur ne convient pas, il faudrait changer ceci, cela. Donc, on pourra voir tout ça donc, lors de la validation. Et donc là, c'est indispensable. Je veux dire, il faut vraiment qu'on passe sur place pour voir ce qu'il en est. Autre aspect, c'est au niveau de la connectivité interne et externe de votre école. Donc, quand je dis interne, c'est tout ce qui est câblage entre les locaux vers votre point d'accès à Internet. Et ensuite, la connexion Internet elle-même. Donc la connectivité interne, c'est aussi forcément la couverture Wi-Fi éventuelle qui existe ou pas dans votre école. Et donc ça, c'est tous des aspects. Si vous avez demandé 24 tablettes et qu'il n'y a aucune couverture Wi-Fi sur votre école, il y a réellement des questions à se poser sur qu'est-ce qu'on va mettre en place avant que le matériel n'arrive pour que quand il arrive, vous puissiez travailler avec vos tablettes. S'il n'y a pas de Wi-Fi, vous ne saurez pas faire grand-chose avec vos tablettes. Donc voilà, donc c'est ce genre de questions qui seront abordées lors de la validation et qui déboucheront sur probablement par après d'autres rendez-vous, donc pour faire un suivi par rapport à ces différentes choses qu'il faudra peut-être mettre en place. Inévitablement, autre parenthèse, vu la période qu'on vient de vivre, un des gros aspects qui est forcément ressorti, c'est l'usage des plateformes numériques. Donc là, forcément, j'imagine que beaucoup d'entre vous seront en questionnement par rapport à ceux qui n'en ont pas encore, ben, voilà, quelle plateforme choisir, comment est-ce que ça se configure, etc., à quoi est-ce qu'il faut penser. Donc ben là, on pourra vous aider aussi sur ce chemin-là, en parler. Donc clairement, de notre côté, on n'a pas de préférence, on n'a pas de... Voilà, quoi, ce sera, je pense que chaque école doit un peu, en fonction de ses besoins,
sera amené à choisir la solution qui sera la plus adéquate à son projet et à la gestion globale, je vais dire, de ces outils informatiques et de ces données, quoi. Voilà, je pense que pour la validation, on a un peu fait le tour. Donc, je reviens vers Marie. Est-ce qu'on a des questions? Écoute, on en a quelques-unes. Alors, il y a quelqu'un ici qui demande, donc les écoles vont revenir recevoir des heures NTPP. Est-ce qu'elles sont obligées de les fournir aux porteurs de projet ou un autre enseignant peut en bénéficier? Ben oui, donc c'est ce qu'on appelle maintenant le référent numérique de l'établissement. Donc ça peut être le porteur de projet, mais ça peut aussi être une autre personne. Donc ça, c'est vous qui choisissez en fait. C'est vraiment l'école qui choisit la personne qui sera déléguée. C'est ça, le référent délégué au numérique. Je ne sais plus c'est dans quel ordre, mais bon voilà. Donc oui, en fait, c'est l'école qui choisit la personne qui bénéficiera de ces heures NTPP. Donc, ouais. Alors, on a également ici une question. Donc, est-ce que ces heures d'engagement peuvent-elles être réparties entre plusieurs personnes ou c'est d'office une personne qui est concernée? Alors là, j'ai envie de renvoyer ça vers la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne sais pas si Laurence ou Sandrine veulent intervenir pour peut-être donner des explications à ce niveau-là. Oui, bonjour à tous. Donc, les heures, elles peuvent être réparties sur plusieurs personnes. C'est vraiment la direction et l'équipe qui s'organisent et qui décident qui va occuper ces fonctions. Merci. Obligatoirement une personne. Okay. On a également beaucoup de questions sur le roadbook. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être savoir où le trouver, en tout cas? Alors, le roadbook, vous le recevrez vers la fin de l'année. Vous devez avoir en tête qu'il sera composé de questions telles que vous avez dû les compléter pour démarrer votre projet. C'est un peu la même structure que vous allez connaître. Maintenant, il n'est pas encore tout à fait terminé, donc il doit être validé avant de pouvoir vous le faire passer, mais gardez vraiment en tête que c'est la même structure que l'appel à projet. Ok, merci beaucoup. Steve, on a peut-être ici, on a beaucoup de gens qui s'intéressent pour savoir qui est leur conseiller. Normalement, c'est vous qui les contactez, hein, donc il n'y a pas de panique à ce niveau-là. Tout à fait. Ici, à la fin du webinaire, il y a un slide où on voit la carte. Je passerai un peu en revue les différents collègues. Là, vous verrez un petit peu les différentes zones et qui. Mais normalement, je ne sais pas dans les mails qui ont été envoyés aux porteurs de projet pour annoncer qu'ils étaient lauréats, est-ce que c'était. Je ne sais pas si l'info était reprise de leurs conseillers et de leur AMI. Sinon, normalement, quand vous avez rentré le projet, les informations étaient mentionnées aussi, je pense, dans le dossier, quand vous avez rentré le dossier. Mais bon, voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, donc votre conseiller viendra vers vous, ça de toute façon, hein, ça pas de panique. Mais on y reviendra. Donc à la fin du webinaire, je repasserai un peu en revue qui sont les différents intervenants par zone. Voilà, écoute, je crois qu'on peut continuer. Steve, vas-y, je t'en prie. Ça va, je reprends. Ah, peut-être. Avant, justement, Steve, on va peut-être vérifier. Oula. Oui, je sais pas. Petit souci dans le PowerPoint. Il a sauté tout à la fin. C'est pas grave. C'est pas grave. On va le remettre. Pas de panique. Donc voilà. Avant peut-être de parler du matériel, Steve, on va peut-être vérifier le sondage tant qu'on y est, parce qu'on a posé quand même une question pour savoir quel est le type de matériel les lauréats avaient choisi. Donc on a quand même 29% de tablettes Android, 30% de tablettes Apple. Donc c'est vraiment, beaucoup de tablettes qui ont été demandées. Et simplement pour les TBI, on a 9%. Donc tu vois vraiment, c'est les grandes stars de cette année, c'est les tablettes. Voilà. Okay. Oui, en même temps, c'est pas très surprenant, mais c'est un peu, ça reste, la tablette reste l'outil de référence dès qu'on veut faire de la collaboration avec les enfants. C'est ça. Ok. Mais je crois que tu peux reprendre. Je t'en prie. Merci. Merci Marie. Alors, un petit rappel avant de passer au point livraison et installation, juste un petit survol, donc rappel du matériel. Donc l'important cette année, la nouveauté pour 2020, c'est, pour rappel, qu'il y aura deux types de lots. Il y a quelque part les lots habituels, donc qu'on retrouve dans notre centrale de marché, qui sont là depuis 2017. Donc
Vous les voyez là à l'écran, donc hein, ça reprend les ordinateurs portables HP donc en Windows, les Apple MacBook Pro, les tablettes en Android, tablettes Apple iPad, les PC hybrides. On a quoi? Il y a le NAS, il y a l'armoire de rangement, il y a les robots Timio, il y a les projecteurs, le TBI, le kit mobile d'interactivité qui peut aller avec le projecteur pour en faire un TBI. Les Chromebooks, bien entendu, le kit média photo. Donc voilà, donc c'est tous ces lots qu'on connaît déjà bien, bon, qui nous suivent déjà depuis 3 ans. Donc qui, eux, les marchés sont attribués. Donc je vais dire de ce côté-là, tout roule, entre guillemets, je vais dire. Donc une fois que la commande sera passée, ben, les fournisseurs, je vais dire, sont rodés, quoi. Donc normalement, le matériel sera livré en temps et en heure. À ça. Mais bon, mais d'abord un petit mot sur les informations techniques. Vous pouvez les retrouver donc dans notre centrale de marché sur le site École Numérique. Si vous voulez plus de détails, tantôt il y avait la question sur les dimensions du TBI, donc ce genre de choses. Tout ce qui est information technique sur le matériel qui est dans la centrale de marché, vous la retrouvez à cet endroit-là. Vous avez également les contacts avec les fournisseurs. Qui vous permettent éventuellement, si vous êtes intéressé d'acheter du matériel supplémentaire sur fonds propres, c'est possible. Vous prenez contact directement avec le fournisseur aux coordonnées qui sont fournies dans la centrale de marché et il vous donnera les marches à suivre pour commander votre matériel. Et donc, comme je disais, à ça s'ajoutent des nouveaux lots. Donc, cette année, on a voulu étoffer un petit peu le catalogue avec des nouveaux venus. Donc, mais au TBI et projecteur, on s'est dit qu'il était grand temps d'ajouter la TV interactive. Aussi pour une demande de plus en plus grandissante de certaines écoles de, je vais dire, remettre à neuf un peu leur matériel cyberclasse, entre autres, mais peut être utilisé aussi dans d'autres domaines, notamment pour accompagner le TBI ou la TVI, c'est le mini PC. Il y a le PC Winbook qui peut être qui sera en fait quelque part une alternative au Chromebook, voilà, un équivalent en Windows. Chromebook étant voilà, le petit PC portable qui tourne avec un Google OS, donc un Android en fait. Et donc ici, ben voilà, on se disait que ça pourrait être intéressant d'avoir une machine équivalente avec du Windows pour ceux qui préfèrent travailler avec Windows. On parlait tantôt de plateforme. C'est forcément, ça c'est un des aspects. Si vous partez sur une plateforme en Google Éducation, ben, peut-être que, même certainement, vous partirez plus vers du Chromebook que si vous êtes sur de l'Office 365 Éducation, vous serez peut-être plus tenté d'aller vers du Winbook. Donc voilà, c'est un peu le genre de choses aussi qui pourront être discutées avec votre conseiller lors de la validation. Autre chose donc important, le point d'accès Wi-Fi. Donc pendant les 3 ans précédents, on a travaillé avec un point d'accès qui était un gros point d'accès Netgear qu'on ne va pas refournir cette année. Donc on a fait un nouveau marché pour avoir un point d'accès, quelque chose qui soit un peu plus adapté à l'usage qu'on en fait. En fait, disons que le point d'accès qu'on a fourni pendant 3 ans était très bien, fonctionne très bien, mais comme on dit, entre guillemets, c'est un peu un bazooka pour tuer une mouche, quoi. Donc on s'est dit que ce serait pas mal de refaire un marché pour avoir un point d'accès, quelque chose d'un peu plus léger et d'un peu plus adéquat par rapport à l'utilisation qu'on en fait généralement. Et dans les choses un peu plus expérimentales, on s'est dit que ce serait bien sympa d'ajouter le kit Lego et les microbits, qui d'après ce que j'ai pu voir dans pas mal de projets ont eu du succès. Il y a pas mal de projets qui l'ont sélectionné, donc ça confirme bien qu'il y avait une réelle demande à ce niveau-là. Et alors ajouter un scanner à main, et qui là aussi, j'avoue, j'ai été un peu surpris, mais pas mal de projets aussi l'ont sélectionné, le scanner à main. Donc voilà, donc maintenant la particularité... Oui. Avant, tu as fini d'expliquer les lots 2020, je suppose. Non. Ah, excuse-moi, je te coupe. Pardon. Vas-y, excuse. Non, donc je voulais terminer donc en disant la particularité de ces nouveaux lots, donc c'est que, et ça c'est dû voilà, au confinement qu'on a eu, la crise, donc normalement ces marchés auraient dû être, l'appel en tout cas au nouveau marché aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Maintenant avec le confinement, ben, tout ça a été déplacé et donc on est seulement à la phase des tests des différents prototypes qu'on a reçus des différents soumissionnaires et donc à l'heure actuelle, aucun matériel n'a encore été choisi. Donc
clairement, pour ces lots, la particularité, c'est qu'ils risquent voilà, de prendre sans doute un peu de temps, le temps que les marchés soient attribués. Et la disponibilité de ce matériel, en tout cas, n'est actuellement pas claire. Donc, voilà. Donc, ils arriveront, mais voilà, on n'en est encore qu'à l'étape du test. Et donc, clairement, à l'heure qu'il est, on ne sait pas vous dire non plus encore quel matériel a été choisi pour chacun des différents lots, quoi. Donc, ça, il faudra sans doute attendre la rentrée pour avoir une information plus complète à ce niveau-là. Voilà, Marie, oui, dis-moi. Voilà, je suis de retour. Excuse-moi de t'avoir coupé, je pensais que tu avais fini. Donc voilà, c'était simplement pour revoir un peu le sondage concernant la connexion Internet, parce que qui dit matériel dit qu'il faut une connexion Internet. Nous avons... attends, hein, je regarde dans le sondage, on a quand même 39% qui estiment qu'ils ont une connexion suffisante, mais 38% d'insuffisante et 6% de il n'y en a pas du tout dans l'école. Alors voilà, je suppose que le slide explique un peu voilà, ce qu'est une connexion Internet suffisante, mais comment est-ce qu'on pourrait aider ceux qui ont une connexion insuffisante et si on n'a pas du tout dans l'école? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Là, clairement, donc, on sera là pour les conseiller, voir avec eux, mais de toute façon, donc, si la connexion est insuffisante, c'est voir avec votre fournisseur d'accès Internet si c'est réellement une limite technique, ça arrive. Il y a certains endroits dans des endroits qui sont trop éloignés de la borne, je vais dire, la borne principale du fournisseur d'accès. Donc, à ce moment-là, si la fibre, par exemple, n'a pas encore été installée, il y a encore beaucoup d'endroits en Belgique qui ne sont pas encore équipés avec la fibre, malheureusement. Donc, inévitablement, si la limite est technique, là, soit il faut aller investiguer chez d'autres fournisseurs d'accès si c'est possible, voir si éventuellement d'autres services existent à l'endroit où vous vous trouvez et peuvent vous fournir un accès de meilleure qualité. Soit voilà, vous contactez le fournisseur d'accès et quand même régulièrement, dans la majorité des cas, quand l'école contacte son fournisseur d'accès, bien souvent, le fournisseur d'accès est quand même capable de leur fournir quelque chose de bien meilleur que ce qu'ils ont au moment où on fait l'état des lieux, quoi. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire la démarche, de contacter le fournisseur d'accès, de lui dire, bon, moi, je n'ai que ça, est-ce que c'est normal à l'endroit où je suis, est-ce que j'ai pas moyen d'avoir mieux? Et généralement, dans quand même une grande partie des cas, ils se bougent un petit peu et ils arrivent quand même à faire des petits miracles, je vais dire. Maintenant, il arrive malheureusement dans certaines zones qu'il y ait réellement une limite technique. Et là, malheureusement, s'il n'y a pas d'autre solution, il faut mordre sur sa chic et espérer que dans un futur plus ou moins proche, des travaux sont effectués par les fournisseurs d'accès et permettront d'avoir une meilleure connexion. Je pense au déploiement de la fibre. Proxibus a annoncé que dans les 2 ans à venir, ils allaient mettre les bouchées doubles pour déployer la fibre sur la Belgique. Donc, voilà, quoi, espérons que ça permettra d'améliorer les accès Internet de nombreuses implantations scolaires, entre autres. Donc, voilà. Et ceux qui n'en ont pas, ben là, ceux qui n'en ont pas du tout, c'est voir si ils n'en ont pas parce que c'est pas possible ou s'ils n'en ont pas parce que simplement, jusqu'ici, ils n'en ont pas eu besoin, ils n'ont pas fait les démarches. Donc là, ça va être simplement de voir quels sont les services qui sont disponibles, voir chez quel fournisseur d'accès il y a moyen d'obtenir une connexion et faire les démarches donc, pour mettre ça en route, en fait, hein. Donc, ici, ça vous donne, le petit tableau vous donne une idée en fait des bandes passantes acceptables en fonction du nombre d'apprenants connectés simultanément. Donc, si vous imaginez, je sais pas, vous avez 24 tablettes, imaginez vous avez 24 élèves connectés en même temps sur votre connexion Internet, donc vous êtes dans le premier cas, donc on estime que si vous avez un débit en download donc, qui est entre 30 et 50 mégas, normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis, ça devrait fonctionner de manière très confortable et vous voyez l'évolution en fonction du nombre qui augmente. Pour les toutes grosses écoles, forcément, on doit passer vraiment à des lignes professionnelles, mais il existe, voilà, normalement, les fournisseurs d'accès proposent des solutions pour les écoles adaptées selon leur importance. Donc là, il faut de nouveau se renseigner, voir chez le commercial du fournisseur d'accès chez qui vous êtes, voir un peu qu'est-ce qu'il propose. Là, de nouveau, là, ce sera au cas par cas, école par école, ça, quand on vous rencontre, on fera un état des lieux de toute façon technique pour voir un peu où est-ce que vous en êtes et voir avec vous qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour améliorer la situation tant au niveau interne qu'au niveau externe. Voilà pour la connexion Internet.
eh ben, nous pouvons passer donc à l'étape suivante, donc la livraison, l'installation du matériel. Donc là, on espère bien à partir de décembre. Donc un petit rappel du schéma des livraisons. Donc en gros, on distingue deux fonctionnements. Il y a d'une part tout ce qui est installation. Donc là, ça concerne les projecteurs, les TBI, les TV interactifs. Donc là, le fournisseur donc du matériel, fournisseur et installateur, donc à ce moment-là planifie les installations des validations de votre dossier. Donc il reviendra vers vous pour valider la date qu'il aura choisie. Donc une fois que de commun accord donc entre l'école et le fournisseur, la date est fixée. Donc il vient, il installe le matériel. Et alors on reviendra à l'étape de la réception un peu plus tard. Donc ça, j'expliquerai après. Donc, ça, c'est le premier schéma au niveau de la livraison, donc installation. Donc, ça va se faire, comme on le disait tantôt, normalement, dès fin août, début septembre, ça devrait se mettre en route au fur et à mesure que les dossiers seront validés. D'autre part, on a tout ce qui est autre lot, excepté l'armoire de rangement, ça, j'y reviendrai après. Donc, tout ce qui est autre lot, donc tout tablette, PC hybride, PC portable, tous les petits périphériques, etc., tout ça est regroupé chez un logisticien. Et ça, s'il y a des lauréats 2017 qui sont là, donc ça, c'est une nouveauté. À l'époque, on ne fonctionnait pas encore avec le logisticien en 2017. Donc ça, c'est une nouveauté ici depuis l'année dernière. Donc, on fonctionne avec un logisticien qui rassemble tout le matériel des différents fournisseurs et qui, à partir, donc il a un délai de 8 semaines. En fait, les fournisseurs ont 8 semaines après commande pour fournir le matériel. À ce moment-là, lui organise donc tout ça en lot. Enfin, en gros package, je vais dire, par école, tac, 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 avec les différentes choses qui ont été sélectionnées. Et il commencera ses livraisons. Donc là, pendant le nombre de semaines, on a mis environ 6 semaines, mais je pense, on se basait sur les chiffres de l'année 2019. Mais je pense cette année-ci, vu que le nombre de projets est quand même beaucoup plus élevé que l'année dernière, à mon avis, on mettra plus aux environs de 8 semaines, à mon avis, pour livrer tout le monde. Mais bon, ça, c'est un peu à voir. On verra ce que le logisticien nous annoncera quand on sera à ce moment-là. Voilà, donc, mais lui, en tout cas, une fois qu'il commence à livrer, il est parti pendant X semaines, boum, il livre tout. Et donc ça, c'est une période assez intense puisque toutes les écoles se retrouvent avec leur matériel en même temps et nous, on court derrière pour réceptionner. Ça, j'y reviendrai après, donc à la phase réception. Voilà. Ce qui est important, donc pour les conditions de livraison, c'est d'abord, donc pour les livraisons, de nouveau, vous serez prévenu des dates de livraison. Donc c'est important qu'il y ait un acteur du projet qui soit disponible à la date où le matériel est livré. Pour les grosses écoles de plus de 600 élèves, on demande un accès palette, puisque bon, potentiellement, vous risquez d'avoir un paquet de matériel. Pour le logisticien, ce sera plus facile de décharger si vous avez un accès palette. On demande que le matériel soit livré à l'endroit prévu, donc l'adresse prévue dans votre projet, et prévoir un espace sécurisé pour stocker ce matériel en attendant notre passage pour la réception. Donc ça, j'y reviendrai après, la phase réception. Donc, c'est important. Retenez, ça c'est vraiment une chose essentielle, parce qu'on le dit maintenant, mais chaque année c'est la même chose. Quand on arrive, parce que quand on va arriver à cette étape, ce sera dans pas loin de 6 mois, donc à mon avis vous aurez oublié, mais bon, j'insiste quand même, photographier cette image. Donc, quand le matériel sera livré, ne pas déballer. Donc, c'est important. Vous recevez des colis. Donc, la seule chose que vous aurez à faire, c'est de signer le bon de livraison. Ça, c'est obligatoire. Donc, quand vous signez ce bon, vous ne vous engagez absolument pas sur le contenu des boîtes. Ça, c'est notre responsabilité au service public de Wallonie. La vôtre, c'est simplement de compter les boîtes. Dire, voilà, j'ai reçu 5 boîtes. OK, je note, j'ai reçu 5 boîtes, je signe. Le déballage, c'est à la réception. Donc ça, c'est très important, en fait. La réception, c'est nous qui l'effectuons. C'est nous qui vérifions qu'il y a bien ce qu'il faut au niveau des boîtes. J'y reviendrai après, donc phase de réception. Voilà, donc j'insiste parce que chaque année, quand on arrive au moment des livraisons, ce sont des petites infos ça qu'il faut répéter et répéter encore. Malgré tout, il y en a toujours qui finissent par ouvrir les boîtes. Voilà, mais j'insiste, vous n'êtes pas responsable du contenu de la boîte. C'est pas parce que vous avez signé le bon de livraison que si, quand on ouvre la boîte,
il y a un PC qui est défectueux, il y a quelque chose qui a été abîmé ou quoi, on ne vous en tiendra pas rigueur. Si la boîte est emballée, on voit que c'est lors de la livraison que le matériel était comme ça. Et voilà, ça c'est nous qui réceptionnons et qui faisons les démarches adéquates après avec le fournisseur pour échanger le matériel qui était éventuellement abîmé ou défectueux si ça devait arriver. Voilà, ça arrive très rarement, mais ça arrive. Hein. Bon, voilà, je vais dire, vu la quantité de matériel, c'est inévitable qu'une fois de temps en temps, il y ait bien un petit couac ou l'autre qui se glisse dans l'aventure. Marie, où est-ce qu'on en est dans les questions? Eh bien, on en a beaucoup. Je crois que ça n'arrête pas de travailler pour les modérateurs. Alors, j'en ai ici une qui concerne la connexion Internet. Est-ce que les techniciens de chez nous, donc les amis et les conseillers, viennent tester, évaluer la connexion? On peut le faire, oui, ben, clairement, ça fait partie des choses qu'on fait quand on vient faire la validation. Hein, donc, pour la validation de votre dossier, on en profite pour faire un état des lieux de votre situation technique. Et donc, clairement, c'est une des premières choses qu'on fait généralement, c'est tester votre ligne Internet pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Hein. Maintenant, vous pouvez le faire facilement vous-même. Vous lancez un explorateur, donc un navigateur Internet quelconque. Vous pouvez choisir c'est fast.com. Vous tapez, vous arrivez sur une page directement qui va tester votre ligne en fait, et elle vous indiquera à combien vous êtes au niveau de votre taux de download. Quoi. Donc, voilà, fast.com, fast.com. Une manière simple de faire un petit test. Mais de toute façon, quand on passera faire la validation, oui, ça, il n'y a aucun souci. On fera un petit bilan technique. Ça fait partie de l'état des lieux. Super. Et ici, on a une question concernant la modification des points. Est-ce qu'ils peuvent envisager de reprendre du matériel supplémentaire s'ils n'ont pas pris tous les points, mais évidemment si c'est en lien avec leur projet? On a une marge de manœuvre, mais qui est très courte. Hein. Donc, on ne peut pas dépasser les 50 points par projet et on a une marge de manœuvre de plus ou moins 10%, en fait. Donc, par exemple, si vous n'avez pris que pour 30 points sur les 50, on ne pourra ajouter que 3 points, donc 10% de 30, en fait. Donc, c'est comme ça que ça marche. Si vous en avez 40, ce sera 4 points, etc. Quoi. Donc, voilà. Et ici, on a également une question en fait de quelqu'un qui n'a pas reçu le mail l'annonçant qu'il est lauréat. Donc là, c'est moi, je peux peut-être répondre. C'est pas grave, il se trouve peut-être dans vos spams, donc pas de panique. Et de toute façon, un courrier a été envoyé hier, donc vous le recevrez dans les jours qui suivent, vous annonçant officiellement que vous êtes lauréat. Donc c'est envoyé aux écoles, donc pas de souci, pas de panique avec ça. Donc voilà. Je crois que nous pouvons continuer, Steve. Ok. C'est parti. Ben donc, j'en ai parlé déjà un petit peu, donc livraison, installation. Après ça, forcément, vient la réception. Réception du matériel, donc très important. Donc, comment ça se passe? De nouveau, un rendez-vous. Donc, là, c'est votre conseiller qui reprendra contact avec vous. Nous serons aussi tenus au courant, bien entendu, des plannings tant du logisticien que des différents fournisseurs qui installeront le matériel. Donc, on sera au courant des dates où le matériel arrive chez vous. Donc, en fonction de ça, nous, on pourra établir un planning de réception. Ce qui est important là, c'est d'être conscient que, je le disais, tout va être livré, en ce qui concerne en tout cas le logisticien, tout va être livré sur une très courte période. Beaucoup d'écoles livrées, donc foncièrement, même en se séparant, je veux dire, entre conseillers et AMI, en se partageant le travail par zone, clairement, on ne sait pas se couper en quatre. Quoi. Donc, pour faire des réceptions, je vais dire correctes, ça, je vais y venir après un peu en quoi consiste la réception. Mais donc, pour faire un travail, je vais dire correct, on doit prendre un minimum de temps, je vais dire, sur place. Donc, c'est clair qu'il faudra quand même une certaine flexibilité aussi, être compréhensif sur le fait qu'on ne puisse pas arriver le lendemain directement, peut-être pour réceptionner tout de suite. Mais bon, on fait notre possible, en tout cas, pour être là au plus vite dans les jours qui suivent la réception. Ce qui est important lors de la réception, c'est bien sûr d'avoir une personne de l'équipe du projet, au moins une, et que le matériel soit accessible. Ça, c'est essentiel, bien entendu. Donc, je vais dire, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que, et ça, quand je vais expliquer en quoi consiste
la réception, c'est que le responsable du projet, mais aussi éventuellement au plus de un maximum de personnes impliquées dans le projet soient présentes lors de cette réception avec votre conseiller et ou votre AMI, selon la personne qui réceptionnera, puisque cette réception, c'est quoi? C'est d'abord forcément le déballage du matériel, donc on ouvre les boîtes, on vérifie ce qu'il y a dedans, on vérifie si on a bien le compte, tout ce qui devait être livré, on vérifie que le matériel n'est pas abîmé, on le met en fonction pour vérifier qu'il fonctionne correctement, mais surtout, on fait la première prise en main. Et donc là, c'est là forcément que votre présence est indispensable, puisque qu'est-ce qu'on entend par première prise en main? Ben, ça veut dire faire les petites configurations de démarrage des différents appareils qui vont vous être livrés. C'est vous donner, je vais dire, les renseignements, je vais dire, de base. Nous, notre but, c'est que quand on quitte l'école après la réception, vous puissiez commencer à travailler avec ce matériel, vous puissiez commencer à faire quelque chose avec, même si on n'aura clairement pas le temps, lors de ce moment de réception, de vraiment rentrer dans des formations poussées. On reprendra automatiquement un ou plusieurs rendez-vous par après, je vais dire, pour aller plus loin, clairement. Mais le but est quand même, voilà, par exemple, sur un PC Windows, configurer un ou plusieurs profils utilisateurs selon les personnes qui devront travailler avec. Pour les Chromebooks, les tablettes Android, voir avec vous pour créer les comptes Google qu'il faut, les configurer pour que le matériel soit directement préconfiguré, que vous puissiez tout de suite commencer à charger des applications et travailler avec. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses. Lors des installations, ça c'est important, petite parenthèse, donc tout ce qui est installation TBI, projecteur TVI, là, on fait la réception le jour même. Donc, quand la société est présente, fait l'installation dans votre école, le conseiller et ou l'AMI arrive le jour même, donc pour faire la réception au moment même. Et là, de nouveau, c'est important qu'un maximum de personnes soient disponibles, parce qu'une fois que le fournisseur a terminé son installation, votre conseiller et ou votre AMI donc pourra vous donner une première micro-formation, je veux dire, de prise en main pour que vous puissiez directement commencer à travailler avec votre projecteur, avec votre TVI, avec votre TBI. Donc voilà, c'est important. Pour la réception, ben, c'est bon, je pense, on a fait le tour. Donc, après la réception, ben, comme je disais, une fois que vous avez reçu votre matériel, on vous a donné les informations, on a fait les premières configurations pour que vous puissiez commencer à travailler avec. Ensuite vient le suivi, vient l'accompagnement. Donc, on prendra forcément d'autres rendez-vous pour aller plus loin, pour faire des formations un peu plus avancées. Et donc, pour ça, ben, oui, vas-y. Avant de peut-être continuer, Steve, il y a un sondage donc, qui a été partagé. On sait donc, qui est en lien évidemment avec l'accompagnement, avec évidemment la crise du Covid-19 et le développement de l'enseignement à distance. On s'est nous posé la question de savoir si le confinement avait eu un impact sur les projets et si vous comptiez les modifier. Donc je vais regarder, je vais te dévoiler un peu ce qu'il en est. Donc il y a quand même... Ah, ça change beaucoup. Alors, il y a 70% de non, nous n'allons pas modifier notre projet. Et il y a quand même 21% qui pensent quand même adapter leur projet. Donc voilà, ça aura quand même un petit impact. Et on avait aussi évidemment la question de savoir si vous désiriez mettre une plateforme, puisque c'est en lien avec l'accompagnement aussi. Donc est-ce qu'il y a eu des changements? Donc il y a quand même 21% qui veulent mettre en place une plateforme dans leur école. Donc quand même 21% des lauréats. Et il y en a 32 pour qui c'est encore en réflexion. Et 23 qui en ont déjà dans leur école. Donc voilà, tu sais un peu. Donc il y a quand même pas mal de modifications, enfin 20% de modifications, et quand même pas mal qui pensent à mettre une plateforme dans leur école, Steve. Donc ça fera partie de l'accompagnement. Merci. Bah oui. Merci Marie. Bah oui, ça je m'en doutais bien que les plateformes, ce serait forcément un sujet chaud à la rentrée. Ça. Donc, pour revenir à l'accompagnement, justement, donc quels sont les différents intervenants qui pourront vous aider donc, tout au long des différentes étapes de votre projet? Ben, il y a d'abord votre conseiller école numérique, dont je fais partie. Donc, nous, on est clairement là donc, pour la gestion du projet dans sa globalité. Donc, on est vraiment le lien entre les différents intervenants.
Et en même temps, on a aussi notre rôle de conseil, support et assistance. Donc clairement, on intervient aussi aux côtés de avec nos AMI donc pour le support et tout le reste. Hein, donc voilà, mais notre rôle est vraiment clairement la gestion globale, donc ça c'est important. On est vraiment votre point de contact privilégié donc pour tout le suivi de votre projet. Donc, si pendant ces 3 ans, donc pour rappel, le matériel que vous allez recevoir est sous garantie pendant les 3 ans, donc au moindre souci technique, donc n'hésitez pas. Donc là, vous revenez directement vers votre conseiller, donc qui fera les démarches adéquates, donc auprès du fournisseur, ou d'abord venir soit envoyer son AMI, soit venir lui-même vérifier le problème, et ensuite, si nécessaire, faire les démarches auprès du fournisseur. Donc voilà. Donc il y a vraiment tout cet aspect que votre conseiller pourra assurer. Donc justement, j'en avais parlé tantôt, le tableau qui reprend moi-même et tous mes collègues, donc ici, donc ça c'est tous les conseillers de la cellule école numérique du service public de Wallonie, avec les différentes zones. Donc vous voyez, donc on va commencer donc ici sur la zone province de Luxembourg. On a mon collègue Vincent Beckers, on a Miguel le tableau. Donc, on a Miguel qui s'occupe d'une partie du Brabant ici en Hongrie. On a Jean Brahy qui a la communauté germanophone et une partie de Liège, qui partage avec Charlotte Watley. Il y a Tanguy qui, lui, a ici la pointe du Hainaut, la région de Tournai, Atmoucron et Comines. Il y a Grégory Dardy, qui lui s'occupe, on voit ici, d'une petite partie de la province de Namur, ici juste au bord, juste avant Charleroi, là, et qui s'occupe aussi de tout le contour de Mons et de Lessines, Silly, Enghien, je pense, oui, Enghien aussi. Il y a moi, donc vous voyez ici, donc la zone enfoncée, donc c'est les 3 arrondissements, donc Thouin, Philippeville et Dinan, qui redescend jusque Vresse-sur-Semois. Il y a mon collègue Pierre Randour, qui lui a une grosse partie de la province de Namur, ici en orange. Pascal Ginard, qui a repris les écoles sur Charleroi et sur Mont-Centre. Et Charlotte, hein, donc, qui partage avec Jean la région de Liège. Voilà les différents conseillers du SPOE. Nos amis, nos AMI, donc les assistants à la maintenance informatique, qui nous accompagnent pour les dépannages, problèmes techniques, mais aussi aide, support et conseil. Donc, ils seront vraiment là à vos côtés pour optimiser votre infrastructure, donc, et être présents donc pour vous assister. Donc, vraiment, tout au long du projet, n'hésitez jamais à faire appel à eux. Voilà, ils sont vraiment là pour vous aider à mettre en place, vous aider à configurer le matériel, si vous avez des problèmes pour installer certaines applications, pour les configurer, mettre à jour votre matériel, toutes ces choses-là. Donc, les AMI peuvent vraiment vous aider dans tous ces aspects techniques et aussi parfois dans des questions très concrètes, je vais dire, au niveau des choses que vous voulez mettre en place dans vos pédagogies et parfois vous ne savez pas trop comment vous y prendre avec tel logiciel ou tel matériel. Donc là, ils pourront également vous aiguiller. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux. C'est avec grand plaisir qu'ils viendront vous aider. Et donc là, vous avez aussi une liste de tous les assistants à la maintenance informatique de notre cellule école numérique par région. Donc, vous voyez, il y a 2 AMI qui sont aussi des conseillers. Donc, il y a des conseillers, comme on dit chez nous, qui ont la double casquette. Donc, il y a Miguel, pour une partie du Brabant, là, qui, lui, a cette double casquette d'AMI et de conseiller. Tanguy aussi, qui a cette double casquette. Il y a David Biondolido, qui, lui, est ici sur une partie de Liège. Il y a mon collègue Jean Delobes qui est avec moi sur la province sur l'arrondissement de Dinan, mais aussi sur une partie de la province de Namur avec Pierre. Il y a Quentin Delray qui est sur la région de Liège. Il y a Frédéric Bricot qui est sur la région de Charleroi. Ludovic Gaulle qui est avec Vincent sur la province du Luxembourg. Frédéric Laloux
qui lui est sur la province de Namur avec Pierre, mais aussi un peu sur Liège, je pense. Thibault Lambert, qui lui est plus ici sur la zone autour de Mons, vous voyez ici, Lessines, Silly, Enghien. Gontran-Lalsin, qui est avec moi sur l'arrondissement de Thouin, mais qui a repris aussi maintenant des écoles sur la périphérie de Charleroi. Poum Poum, et mon collègue Thomas, qui lui aussi donc est avec moi sur l'arrondissement de Philippeville et qui est aussi en partie sur la province de Namur avec Pierre, et il aide aussi Miguel sur le Brabant. Donc voilà un petit peu. Donc voilà, c'est un peu donné comme ça en vrac. Ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous. Vous aurez les coordonnées de toutes ces personnes qui travailleront avec vous pour vos projets. Donc, quand on viendra vers vous, on vous donnera tout ça. Ici, vous avez les coordonnées, je vais dire, générales de notre cellule, donc le numéro de téléphone, l'adresse email. Si vous prenez contact par ce biais-là, il n'y a aucun souci. Ce sera renvoyé directement vers la personne adéquate, votre conseiller ou votre AMI. Maintenant, après, vous aurez les coordonnées personnelles de votre conseiller et de votre AMI qui deviendront les coordonnées à utiliser prioritairement, je veux dire, pour prendre contact avec nous, bien entendu. Voilà, voilà. Marie, petite pause question. Oui, il y a énormément en fait de questions pour la communauté française, donc voilà. Je demanderais bien à Sabine Van Allen de venir nous rejoindre sur scène. Si elle sait nous rejoindre, Ouais. ce serait super, parce qu'on a énormément de questions là-dessus. Oui, voilà. Ah, voilà. Le temps qu'elle se prépare. Alors voilà, on a une petite question. À partir de quelle date la personne qui bénéficie des heures peut-elle les commencer et voilà. Donc à partir de quand ils peuvent en bénéficier? C'est du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021. Nous avons une autre question qui, voilà, pour savoir si ces heures octroyées ont un impact administrativement sur les prestations en classe ou pas du tout. Alors, ça, c'est un peu la popote interne au sein de l'école. C'est à voir avec l'équipe, avec la direction, évidemment, de comment ils vont organiser ces heures-là. Il n'y a pas de prescrit ni d'obligation précise. C'est vraiment eux qui vont s'organiser. C'est parfois plus facile de dégager un enseignant du secondaire de sa classe que du primaire. C'est pour ça qu'on laisse le champ assez libre. Et il y a une question un peu dans la même veine. Comment savoir si j'ai droit à des heures de formation pendant les heures scolaires avec le matériel reçu? Alors, au niveau des formations, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il n'y a rien qui est prévu spécialement pour le moment, en tout cas d'obligatoire non plus. Par contre, il y a des choses qui risquent de bouger, de se mettre en place vu la situation actuelle et je pense aussi en collaboration avec vous à terme. Maintenant, c'est un peu tôt pour annoncer quoi que ce soit de précis et de définitif, mais les informations ne devraient pas tarder. Super, merci beaucoup. On reviendra de toute façon par la suite dans la séance de questions-réponses, donc on va continuer. On va laisser la parole à Steve. Merci beaucoup, Henri. Ok, merci. Oui, donc je pense qu'on arrive maintenant, mais justement, on était dans le vif du sujet. Donc pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, un peu le rappel, donc eux aussi le service du numérique éducatif pour l'enseignement obligatoire est là pour vous aider, donc pour tout ce qui est questions administratives, tout ce qui concerne justement les heures NTPP. Vous orienter vers les conseillers technopédagogiques des réseaux, donc important. Donc là, au niveau de vos réseaux, vous avez des conseillers technopédagogiques qui seront là également pour vous aider. Donc on essaye de travailler en collaboration aussi avec eux pour pas faire, je veux dire, double emploi, vraiment être complémentaire. Je pense que c'est une démarche qui s'installe petit à petit, d'essayer d'être de plus en plus dans la collaboration avec eux. Pour avoir vraiment une plus-value en fait des deux côtés, quoi. Ils sont là bien entendu pour vous accompagner dans la rédaction du roadbook, des réponses au roadbook. Éventuellement, si vous voulez travailler avec le selfie, donc ils pourront vous aider aussi à ce niveau-là. Et voilà, oui, donc
assistance aux enseignants, donc dans la mise en place et la réalisation du projet de manière plus générale. Donc voilà, donc ça c'est pour la fédération. On a les, dont je n'ai pas encore les coordonnées, elles arrivent après. Pour le CRP, donc tout ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, ben, c'est la même chose. Donc là, vous avez aussi des conseillers technopédagogiques réguliers donc, qui sont à votre service, qui à mon avis reviendront rapidement vers vous pour vous accompagner aussi. Donc pour la gestion de votre projet, pour le roadbook, aussi l'utilisation de selfie éventuellement, et de manière générale donc pour vous assister donc dans la mise en place et la réalisation de votre projet. Donc, voilà les fameuses coordonnées. Donc pour l'enseignement obligatoire et pour la promotion sociale, vous avez le téléphone et une adresse email. Marie, je ne sais pas, juste petite question, est-ce que tu sais me confirmer, le fichier de présentation sera-t-il mis à disposition des lauréats? Oui, hein, évidemment. Oui, hein. Évidemment, Okay. il sera mis à disposition sur le site École Numérique, la présentation sera téléchargeable, et aussi sur nos réseaux sociaux, donc la page Facebook. Voilà, il n'y a pas de souci, tout sera à disposition. Il y aura le replay du webinaire et toutes les questions qui sont posées dans l'onglet questions seront reprises aussi sur la page École Numérique. Pas de souci et pas de panique. Super. Merci Marie. Bah oui, voilà, donc pas de souci avec les coordonnées. Vous les retrouverez donc dans le fichier qui sera à votre disposition. Du côté de la communauté germanophone, là vous avez aussi un helpdesk pédagogique à votre disposition, un accompagnement pédagogique pour vous aider dans la gestion du projet. C'est eux aussi qui gèrent la partie heures de détachement NTPP et qui pourront aussi vous accompagner pour le roadbook. Voilà. Ici, donc, vous aurez aussi donc, une page avec les coordonnées des différents intervenants pour la communauté germanophone. Voilà. Et donc, on en vient donc au fameux roadbook, évaluation et roadbook. Donc là, je ne vais pas beaucoup m'étendre dedans, donc c'est vraiment du ressort du service du numérique éducatif et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ça se fera via un formulaire en ligne. En gros, ces questions vous inviteront donc à faire un partage des bonnes pratiques, donc quelque part à partager les expériences que vous aurez pu mettre en place avec le matériel qui vous aura été fourni. Donc vous trouverez là aussi, vous avez les coordonnées pour avoir des informations et un soutien par rapport à ce roadbook. Et donc oui, le mettre donc roadbook à compléter à 3 moments clés du projet, je pense, si je ne m'abuse, que ce sera probablement à la fin de chaque année sur les 3 ans, donc que sera suivi votre projet. Donc à la fin de chaque année, probablement remplir un peu le roadbook sur ce que vous aurez fait avec le matériel sur chacune de ces 3 années. Donc pour le CRP, enseignement de promotion sociale, donc là aussi roadbook via site internet, même chose, à compléter aussi à 3 moments clés du projet. Là, vous aurez de l'aide également de la part des conseillers du CRP et donc on parle aussi de la même chose, donc un partage des bonnes pratiques. Vous avez aussi les points de contact donc du côté du CRP donc pour vous accompagner, vous aider dans la rédaction de ce. Oui, je vois, excusez-moi, je suis un peu distrait parce que je vois apparaître un petit message qui nous indique qu'on a dépassé un petit peu le timing. Désolé, mais bon voilà, beaucoup de choses à dire, beaucoup d'infos concentrées, donc c'est pas toujours évident de respecter à la lettre le timing. Mais on arrive au bout et incontournable, un petit mot quand même sur le Fonds social européen, n'est-ce pas, puisque notre cellule École numérique du service public de Wallonie bénéficie toujours d'un financement du Fonds social européen, grâce auquel voilà, nous sommes là, nous pouvons vous accompagner dans vos projets pour toutes les phases, toutes les grandes étapes de suivi. Donc voilà, c'est important, on les remercie, on le souligne. Et ceci nous amène aussi à la conclusion. Marie qui va comprendre, à la conclusion que je vais peut-être laisser à Marie. Oui, merci Steve, hein, merci à tout le monde, à Technofutur évidemment et à l'EduLab pour leur collaboration et aussi à tous nos partenaires de la communauté française et de la communauté germanophone. Alors évidemment, on collabore avec l'EduLab, donc on vous encourage à suivre des formations donc, dans
dans les centres de compétences wallons pour vraiment vous sentir au top avec le matériel de manière sur le plan pédagogique et même à suivre des formations avant même de recevoir votre matériel. Comme ça, vous serez au top dès que vous le recevez. Donc, ce webinaire, comme je l'ai dit, sera disponible en replay. Toutes les questions qui ont été posées pendant cette présentation seront disponibles sur le site École Numérique. Et voilà, on peut lancer officiellement la séance de questions-réponses. Il en reste quelques-unes qui ne sont pas complètes. Je crois qu'on peut peut-être appeler aussi Sandrine Van Allen pour parler un petit peu du roadbook. Donc, il y a beaucoup de questions qui demandaient ce que c'était. Peut-être que pour être un peu plus précis, est-ce qu'on pourrait peut-être lui demander de venir sur scène. Voilà. Pour avoir une petite précision sur le roadbook, parce que c'est vraiment, ça intéresse beaucoup les lauréats. Oui, alors c'est difficile d'en parler avec précision puisqu'il n'est toujours pas existant dans sa version vraiment terminale. Mais donc, en gros, c'est un roadbook en ligne que vous devrez compléter une fois par an à la fin de chaque année scolaire. Il reprendra, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, l'évolution du projet, les difficultés, ce qui a bien fonctionné, éventuellement l'évolution du projet pour l'année suivante, c'est-à-dire son adaptation. C'est un peu pour mieux suivre votre projet que ce roadbook existe. Alors, c'est pour vous un outil d'auto-évaluation, de métacognition. Et puis pour nous aussi, ça nous permet d'avoir un retour sur ce que vous faites et éventuellement de vous appeler pour des événements comme le CET, le salon du CET, salon du numérique, en janvier, où on demande parfois à des intervenants de venir présenter leur projet et de faire ainsi un partage de bonnes pratiques. Donc, on demande de compléter des cases comme quels ont été les apprentissages, est-ce que vous avez vu une évolution au niveau de vos compétences à vous, des compétences des élèves, c'est des choses comme ça. Merci beaucoup pour les précisions, parce que ça intéressait vraiment beaucoup les lauréats. Voilà, ici, il y en a une question justement encore concernant le roadbook. Est-ce que c'est vous qui envoyez le lien ou bien c'est eux qui doivent faire la démarche spontanément? Non, 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 non. On leur enverra le lien, il n'y a pas de souci, ils ne doivent se tracasser de rien. Et je peux ajouter qu'ils auront aussi du temps pour y répondre. On ne va pas leur envoyer le lien une semaine avant de voir le compléter. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un outil qui est là pour les aider dans le suivi du projet. Est-ce que les périodes NTPP sont octroyées pendant 3 ans ou pendant 1 an? Enfin, normalement, la durée du projet, c'est 3 ans. Ce serait bien, mais je ne crois pas que c'est le cas. Non, les périodes NTPP, elles sont octroyées pour 1 an. Et à raison de 2 heures par implantation, peu importe le nombre de projets dans une implantation. Mais par contre, si une école a 3 implantations et que les 3 implantations gagnées, là, il y aura 6 heures NTPP. Par exemple. Ok. On ne t'entend pas, Marie. J'ai oublié d'activer mon micro. Voilà. Et au niveau de la communauté germanophone, est-ce que c'est le cas aussi? C'est valable 1 an ou 3 ans, les heures NTPP? Sébastien? Oui, donc les heures NTPP, bonjour à tous, seront attribuées sur 1 année, voire même un petit peu plus. Un courrier sera envoyé par Aline Weinand à toutes les écoles lauréates pour leur désignation de la personne qui recevra les heures à partir du moment où le projet sera validé jusqu'à fin de l'année scolaire prochaine. Et je suppose que c'est pareil pour la promotion sociale. Donc, pour la promotion sociale, il s'agit de 40 périodes pour l'année 2020, donc de septembre à décembre, et de 60 périodes A de janvier à juin 2021. Super, merci. Je vais faire un petit peu le tour des questions pour voir ce qui en est.
Alors, une question pour nous. En cas de problème, comment savoir qui contacter, le conseiller ou l'ami? Steve, est-ce que tu peux peut-être donner quelques précisions? En règle générale, le plus simple est de prendre contact d'office. Comme je disais tantôt, un contact privilégié, c'est plutôt le conseiller. Voilà, vous revenez vers votre conseiller et lui, éventuellement, si nécessaire, donc redirigera vers la bonne personne, donc soit vers l'AMI, soit si c'est directement vers un fournisseur. Voilà quoi. Voilà, voilà. Attends, je vérifie. Un enseignant porteur de projet peut-il rester gestionnaire du projet s'il devient entre-temps directeur, Steve? A priori, oui, je dirais. Oui, Oui, ça hein. va pas. Oui. Ça ne pose En pas de même temps, de toute façon, normalement, je veux dire, vu qu'on a demandé que l'équipe soit au minimum composée de 3 personnes, logiquement, il y a d'autres personnes qui sont dedans. Il y a d'autres enseignants qui restent présents et actifs dedans. Donc, ce n'est pas une seule personne qui gère le projet, quoi, je veux dire. Donc, ça, c'est important aussi. Hein. Faut pas se retrouver juste comme on a trop eu avant, avec un projet géré uniquement par une direction d'école et où les enseignants ont du mal quelque part à rejoindre le projet initié. Donc ça, c'est important. C'est ça qu'on cherche à mettre en place, en fait, via ces projets. C'est vraiment que l'équipe enseignante et la direction travaillent ensemble autour de ce projet. Mais j'imagine voilà, que l'enseignant qui était porteur du projet, qui devient directeur, va sans doute maintenir cette symbiose. Voilà. Et j'ai aussi une question concernant le matériel, donc un peu plus spécifique. C'est quoi la différence entre un TBI et une TV interactive? C'est la technologie, en fait. Hein. Bon, foncièrement, l'outil en soi, je vais dire, sert à la même chose. Maintenant, c'est vraiment une question de technologie, en fait. Le TBI, c'est un projecteur sur une potence qui projette sur une surface de projection et vous avez une interactivité. Là, c'est un peu selon. Chez nous, donc, on a une surface active, une surface smart qui fournit cette interactivité. Alors que la TVI, c'est un écran, c'est comme un écran de télé en fait, avec l'interactivité intégrée directement à l'écran. En fait, donc l'avantage, c'est que on n'a pas tous les problèmes de calibration qu'on peut avoir avec un TVI, vu le projecteur qui bouge, etc. Bon, c'est pas toujours évident. Donc voilà, ça a de nombreux avantages d'aller plus vers la TVI. Il y a le côté aussi avantage que la TVI, généralement les modèles vers lesquels on va normalement seront autonomes, auront un petit Android qui tourne, donc permet vraiment d'utiliser la TVI même sans avoir un ordinateur branché dessus, directement avec des logiciels de base, des petits applicatifs de base qui permettent directement de travailler avec la télé. Que sur le TBI, on est obligé d'avoir une machine connectée dessus, donc voilà, c'est des petites choses. On a perdu Marie. Marie a disparu. Nous avons perdu Marie, qui s'est déconnectée, à mon avis. Ah oui, Marie s'est déconnectée à cause d'une perte de connexion Internet. Voilà, voilà. Je vérifie juste ici. Ok, si Marie ne revient pas, je pense que nous allons clôturer le webinaire ici. Maintenant, c'est pas peut-être que Jonathan peut reprendre la main pour clôturer, parce que moi je n'ai pas la main pour mettre fin. Oui, voilà, désolé, hein, j'ai eu un petit souci de connexion, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Pardon. Comment que Marie revient? Je suis là, Steve. Tu m'entends? Désolé pour ce petit interlude. Ah, voilà Marie qui est de retour. Oui, désolé, j'ai eu un petit souci de connexion, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Oui, attends, je regarde dans les questions.
Mais je crois qu'on va bientôt pouvoir clôturer. Et de toute façon, toutes les questions auront une réponse. On va les reprendre dans la foire aux questions, j'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, pas de panique. Voilà, ce sera disponible sur notre site et sur le site des différentes communautés, de nos différents collaborateurs. Donc, voilà, pas de panique. Je crois que nous pouvons clôturer maintenant. Super. Eh bien, merci à tous. Au plaisir de vous rencontrer tout bientôt pour la phase de validation. Et voilà, bonne chance à tous avec votre projet et bonne fin de journée. Oui, merci Marie. Bonne fin de journée à tout le monde. Sébastien, merci Laurence, merci Sandrine. Merci, au revoir. À bientôt.